Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité et d'être ici pour la présentation de mon mémoire de fin d'études d'IAD et portant sur la question suivante: existe-t-il un bénéfice à la standardisation de la vidéolaryngoscopie dans l'IoT, en anesthésie et chez l'adulte? Malgré la progression des algorithmes, l'intubation n'est pas exempte de complications. Les difficultés d'accès aux voies aériennes supérieures sont décrites comme une des causes de mortalité parmi les plus importantes et sont cause de traumatisme de la sphère ORL. L'augmentation de la force de traction consécutive à l'intubation difficile majore, elle, le risque de lésion et la réponse catécholinergique. En outre, l'intubation difficile est source de différends juridiques contrariants. Selon la littérature, la vidéolaryngoscopie permet une diminution du taux d'échec ainsi qu'un meilleur taux de réussite à la première laryngoscopie, une diminution des hypoxémies, une amélioration de la visualisation glottique et une diminution des forces de traction permettant l'intubation. Afin de comparer les deux techniques, deux centres ont été choisis pour leur technique de référence: le CHU de Poitiers, où la laryngoscopie est réalisée en visualisation directe via une lame de Macintosh métallique, et le CHU d'Orléans, qui a choisi la standardisation de la vidéolaryngoscopie à l'aide du MAGRAS. L'objectif principal était donc de comparer la survenue d'événements indésirables tels que l'intubation difficile, les traumatismes et les épisodes d'hypoxémie dans chacun des deux groupes. L'objectif secondaire était de comparer la visualisation glottique et le recours aux manœuvres supplémentaires nécessaires à l'intubation. Les critères d'éligibilité de l'étude visaient à inclure une population générale en excluant les situations à risque d'intubation difficile majorée. Donc étaient éligibles les adultes bénéficiant d'une IoT selon la technique de référence du groupe par des professionnels expérimentés dans des situations de chirurgie élective et dans des spécialités dites générales. L'étude a rassemblé 200 patients, 100 patients dans chaque groupe. La population était comparable entre les groupes, tant sur le plan démographique et staturopondéral, sur leurs antécédents facteurs de risque d'intubation difficile que sur les spécialités concernées. L'étude s'est intéressée aux critères prédictifs de difficulté d'intubation. 5 critères communs ont été comparés et une différence significative a été mise en évidence pour 3 critères entre les deux groupes, notamment la classe de malopathie, l'ouverture de bouche et la mobilité cervicale. Concernant l'objectif principal, l'étude n'a pas pu mettre en avant de différences significatives. Les événements tels que les traces de sang sur la lame et les désaturations n'ont été observés exclusivement que dans les situations d'intubation difficile et principalement dans le groupe Macintosh. Aucun traumatisme n'a été observé. Concernant l'objectif secondaire, la visualisation glottique est significativement meilleure dans le groupe MAGRAS. On constate également qu'aucun score de visualisation équivalent à un Cormac 3 et 4 n'ont été relevés dans ce groupe. Une différence significative a été relevée entre les deux groupes concernant le recours aux manœuvres supplémentaires, avec 37% des patients du groupe Macintosh concernés contre 10% dans le groupe MAGRAS. L'étude a relevé une différence significative ayant rapport à la qualité de la curisation objectivée par des mouvements durant la laryngoscopie. Le groupe MAGRAS bénéficie d'un monitorage de la curisation avec une laryngoscopie débutant après un train de quête inférieur à 50% à l'adducteur du pouce. Le groupe Macintosh bénéficie lui d'une approche basée sur le temps présumé d'efficacité. Cette étude a donc mis en avant des risques potentiels plus importants dans le groupe Macintosh, objectivés par la plus grande récurrence d'intubation difficile et de manœuvres supplémentaires, ainsi que par la moindre visualisation glottique. Cependant, la place des vidéolaryngoscopes se doit de se situer entre la maîtrise des algorithmes et la compétence de la laryngoscopie directe. Cette méthode a rapidement montré certaines limites, principalement du fait qu'elle ait été pensée comme multicentrique. On l'observe d'abord concernant la curisation, mais également sur l'utilisation de scores cliniques soumis à de grandes variabilités et qui sont donc source de biais. De plus, le faible effectif ne permet pas la présentation de résultats robustes. Pour conclure, il ne m'est pas possible de répondre à la question initiale. Il semblerait cependant que la littérature tend à qualifier la vidéolaryngoscopie comme présentant un profil de risque plus sûr. Aussi, plusieurs perspectives de recherche pourraient montrer un intérêt, tant sur l'incidence des événements indésirables que sur l'intérêt de la diminution de la force de traction. Je vous remercie de votre attention.